Continuons donc dans cette session DMLA atrophique. Je tiens à remercier très chaleureusement Isabelle et Stéphanie de m'avoir associé. La DMLA atrophique, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je dois ma place ici aujourd'hui à Ramin. Et Ramin Tadehuni a eu cette vision, comme sur beaucoup de choses, il y a 5 à 6 ans maintenant, de me dire un jour à la Riboisière, bah tiens, tu vas t'occuper de DMLA atrophique parce qu'il y a tout à faire et il va y avoir des belles choses qui vont arriver. Et donc, il avait raison. Voilà. Donc aujourd'hui, sur la DMLA atrophique, moi je vais plus parler d'imagerie et donc je vais essayer de vous synthétiser et d'avoir des idées claires sur comment on doit suivre un patient qui a une suspicion ou une DMLA atrophique. Alors, la DMLA atrophique, pour moi, c'est la chronique d'une mort annoncée où, en fait, de manière multimodale, on va constater une disparition progressive des photorécepteurs pour assister de manière multimodale. Donc ici, vous avez les clichés couleurs, vous avez l'IR, l'autofluorescence et l'OCT angiographie. Ça faisait partie d'une publication qu'on avait faite sur l'imagerie, l'approche multimodale dans l'atrophie. Vous faites que constater, en fait, l'apparition de ces signes, ou plutôt la disparition donc de l'épithèle pigmentaire et des photorécepteurs, qui vont entraîner en fait progressivement ces gènes fonctionnels. Alors d'abord, comment diagnostiquer? Eh bien, c'est assez facile parce que en atrophie, on a la chance d'avoir une conférence de consensus. La CAM, c'est une conférence de consensus internationale auquel participait le professeur Tadehuni, et donc qui a standardisé. Et moi, j'aime bien avoir une approche clinique standardisée sur l'image multimodale que vous devez faire systématiquement quand vous avez une suspicion ou un suivi de DMLA atrophique. La description est claire, c'est publié, donc on doit faire de la couleur, on doit faire de l'IR, infrarouge, on doit faire de l'autofluorescence, tout un débat sur les différents types d'autofluorescence. Vous savez qu'on a de l'autofluorescence en lumière bleue, en lumière verte, et toutes les machines n'ont pas la même autofluorescence, et on doit faire de l'OCT. Alors l'OCT doit être une acquisition volumétrique parce qu'évidemment vous n'avez pas regardé sur un seul B-scan mais sur un volume, et l'angiographie ne fait pas partie d'un examen bilan systématique, c'est une évidence, mais vous devez systématiquement y penser quand vous avez une suspicion de néovaisseau. Donc si vous faites couleur, IR, autofluo, OCT, vous suivez, vous diagnostiquez bien votre patient. Alors n'oubliez pas qu'il y a un peu de fonction aussi, hein. Il y a l'anatomie mais il y a aussi la fonction, même si dans cette partie-là c'est débattu et c'est bien le nœud du problème sur la partie thérapeutique. Alors on va décrire avec une sémiologie différente pour chaque type d'imagerie, et donc on utilise des termes différents. Donc vous savez que historiquement l'atrophie était recherchée dans les centres de lecture sur des clichés couleurs. Ça nous paraît aujourd'hui un peu has-been, mais pourtant c'est vraiment ces zones de dépigmentation jaunâtres qui ont été considérées comme apparition d'atrophie. Et la référence pour moi c'est l'autofluorescence parce que c'est là où on voit le mieux du noir sur du gris clair, et donc on a un outil qui rend beaucoup plus facilement visible l'apparition de l'atrophie. On a également des clichés en infrarouge qu'on a systématiquement sur nos appareils d'OCT, et la vraie innovation avec la CAM, ça a été d'utiliser l'OCT pour définir ce que c'est qu'une atrophie et pour parler de ces zones qu'on appelle RORA, IRORA, CERORA. Je reviens dans un instant. D'abord, l'autofluorescence. Pour moi, on rentre dans l'atrophie avec de l'autofluorescence. C'est ce qui est l'examen le plus facile à faire. Attention, ça éblouit énormément les patients. Les patients détestent cet examen. Et pour avoir une belle autofluorescence, il faut sommer beaucoup d'images. Donc en général, les patients détestent ça. On a une belle image et on a aujourd'hui des outils sur le Spectralis, le Region Finder, qui vont permettre d'analyser de manière mathématique de la surface d'atrophie, et vous allez pouvoir suivre votre patient sans avoir besoin d'IA sur la progression de ces zones d'atrophie. Ensuite, vous allez pouvoir déterminer si votre patient est une évolution rapide, moyenne ou lente, pour déterminer le pronostic de l'atrophie. Et donc en image, voilà ce que ça donne. Le phénotype, donc ça c'est une publication d'une conférence de consensus sur les différents phénotypes d'autofluorescence. Et ce que je vous demande, c'est de regarder les zones d'atrophie. Est-ce qu'elles sont uniques, multiples, diffuses, centrales, étendues, et de regarder la zone qui est autour de l'atrophie.
Et on sait aujourd'hui que ce petit liseré hyper autofluorescent, donc on va décrire avec hyper pour ce qui est blanc, hypo pour ce qui est plutôt sombre, autofluorescent. Et donc en fait ces critères autour sont des critères de mauvais pronostic. On se préparait à ça, surtout dans l'espoir thérapeutique. Alors en image, voilà ce que ça donne, c'est que selon le degré et le type d'autofluorescence, vous avez des vitesses de progression qui changent du simple au double. Donc vous avez des patients, quand vous avez ces critères, malheureusement vous savez que sur un court laps de temps, ils vont avoir une atteinte de leur point de fixation, ils vont avoir des atrophies qui vont évoluer de manière importante. L'OCT, pour moi, c'est une vraie nouveauté parce qu'instinctivement, une imagerie en coupe, ce n'est pas forcément ce qu'on va faire sur une extension, mais en coupe, sur une imagerie d'OCT en B-scan, on voit très très bien ces images d'hypertransmission. Vous enlevez du tissu, la lumière passe plus, donc on a des zones d'hypertransmission, ces zones grisées, et donc en fait ça signe la disparition de la rétine externe et de l'épithélium pigmentaire. Donc c'est ce que la CAM a appelé le RORA, pour atrophie de la rétine externe et de l'épithélium pigmentaire. Elles peuvent soit incomplètes quand la zone est petite, ou complètes quand ça s'étend au-delà de 250 microns. Et donc vous avez dans cette classification une stadification des stades où donc le patient va rentrer dans un premier temps en IRORA, c'est-à-dire des zones incomplètes d'atrophie qui vont coalescer pour donner la CRORA. Donc c'est une nouvelle entité qu'on va pouvoir utiliser très facilement dans l'OCT et c'est ce que les outils d'IA vont aller chercher aussi pour parler d'extension de l'atrophie. Le diagnostic différentiel, j'en parle pas, on a la chance d'avoir Isabelle avec nous, donc ça, c'est sa partie. Mais l'atrophie, pour moi, c'est une énorme sac poubelle dans lequel on a mis tout le monde. Et dès qu'il y a de l'atrophie, c'est la même chose. Et ça, c'est une des erreurs parce qu'en fait, c'est un champ très large qui va du génétique, du secondaire, du toxique, du médicamenteux, du paranéoplasique. Et donc, en fait, c'est un des gros soucis. C'est, comme je parlais tout à l'heure de la PBM, c'est que tant que vous n'avez pas quelque chose une cohorte propre, claire, eh bien, en fait, vous ne savez pas exactement ce que vous traitez et ce que vous suivez. Donc, posez-vous toujours la question, au moment du diagnostic, au moment du suivi, est-ce que c'est bien ce que je suis en train de suivre ? Alors, comment quantifier? Donc ça, c'est quelque chose qui va intéresser plutôt les études. Et donc, on va pouvoir quantifier l'atrophie avec de la surface et avec l'évolution de la RORA, donc de l'atrophie de la rétine externe et l'épithélium pigmentaire, dans sa forme incomplète vers sa version complète. Donc l'idée, c'est d'éviter que les patients évoluent vers des atrophies complètes et encore plus vers le centre. Donc j'ai repris un peu les grandes études récentes qui ont utilisé essentiellement l'autofluorescence, c'est la référence, mais il y a des nouvelles études qui utilisent aussi ces nouvelles classifications basées sur l'OCT. Eh bien, l'autofluorescence, comment ça va être utilisé? On va parler de vitesse de progression, et donc on va dire qu'un traitement a une efficacité quand on va diminuer. Donc c'est comme ça qu'en pratique courante, j'imaginais moi les patients que j'allais suivre, c'est de leur dire, on a un patient qui a une vitesse de progression de temps, il est traité, on a diminué sa vitesse de progression. C'est ce que nous a montré Aude Ambrézin, qui a la chance d'avoir utilisé ces produits en Suisse. Elle expliquait très facilement à ses patients, l'atrophie, c'est un train qui va arriver jusque dans un mur. Ce que je vais faire, c'est vous ralentir pour arriver dans le mur le plus tard possible. On a différentes zones de ces zones d'évolution de l'atrophie. Ça peut être en centrale, en paracentrale, donc on regarde un tout petit peu dans les différentes zones. Et ici, vous savez ma passion pour l'imagerie, je voulais juste vous montrer une image d'une nouvelle génération d'OCT qui arrive. Donc on est en Swept Source Full Range, et voilà le genre d'image de choroïdes qu'on peut avoir. Donc mes patients d'OCT, je les surveille avec cette nouvelle génération d'OCT, où vous voyez ces petites patchs d'atrophie, vous voyez l'hypertransmission, et ce qui est absolument dingue sur ces images, c'est la visualisation des couches profondes. On est en Swept, on est en Full Range, donc on a une résolution jusque dans la choroïde. Un petit mot, Rachid l'a parfaitement traité, mais je pense que l'IA va faire partie de nos outils. Est-ce que ça sera implémenté dedans, RetinaSight? Est-ce que c'est des choses qu'on va acheter à côté en cloud pour utiliser? En tout cas, un outil que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, le RetinaEye, qui est un outil super intéressant parce que dans l'atrophie, il va vous permettre de faire un diagnostic et de donner de la prédiction. Et ça, c'est quelque chose
qu'on a envie de savoir, est-ce que ce patient va évoluer, est-ce que son centre va être touché, comment ça va évoluer. Donc on a une prédictibilité dans le temps. Donc pour terminer, en résumé, l'ADML atrophique aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on doit rechercher et on doit avoir une approche systématisée, standardisée. Donc vous avez votre bilan initial, c'est un patient qu'il faut surveiller régulièrement, idéalement si vous pouvez le voir 2 fois par an, c'est bien. S'il a quelque chose qui ne va pas, il faut savoir le voir également en urgence. Et donc on a aujourd'hui quelque chose qui est une approche multimodale, exactement comme dans la DMLA néovasculaire, et on a des outils qui vont arriver de plus en plus, qui sont déjà là, pour pouvoir surveiller ces patients. Il est évident qu'on a été douché par l'échec, le manque d'accessibilité à nos traitements, et moi je ne désespère pas, donc peut-être qu'on va y arriver. Merci pour votre attention.